Sollicitation composée, flexion, traction ou compression. C'est une sollicitation qui suppose à la fois la flexion, donc pure ou flexion plane simple, composée au cas de la traction. Alors on suppose une poutre de section S droite de centre G. Si on analyse le torseur de cohésion, on se rend compte que l'effort normal est différent de 0. Ty par exemple est différent de 0 et moment mfz est différent de 0. Donc si on l'écrit d'une manière séparée, donc on peut le composer en deux entités ou le décomposer en deux entités. Le torseur de cohésion relative à la traction ou à la compression avec n différent de 0. Une flexion plane ou pure avec un Ty différent de 0 et un moment mvz différent de 0. C'est ce qu'on appelle une sollicitation composée, flexion, traction ou flexion, compression. Alors du moment que nous avons les éléments du torseur de cohésion, les valeurs algébriques des éléments du torseur de cohésion, on peut alors calculer la contrainte effective due à l'effet de ces efforts internes. Chaque valeur de contrainte peut être déterminée par les valeurs des contraintes du torseur de cohésion, notamment les contraintes ou la contrainte normale dans un premier temps relative à la traction ou à la compression qui est égale à n sur S. Donc on remarque que c'est une répartition qui est uniforme suivant la section droite de normale G, c'est la configuration A. La configuration B, c'est la contrainte normale due à l'effet du moment de flexion MFZ. Donc vous avez une répartition qui va se faire d'une manière linéaire et qui varie en fonction de la position Y le long de la section droite. La sommation de ces deux entités, contrainte normale due à la flexion et celle due à la contrainte normale, c'est une composition justement de contraintes. La contrainte tangentielle taux xy, c'est une contrainte qui prend une valeur nulle normalement aux deux extrémités. Il prend la valeur max sur l'axe G, au point G, centre de la section droite. Cette valeur de contrainte tangentielle, on a dit donc qu'elle est nulle en M et N, là où les contraintes normales sont très importantes. Donc si on regarde cette répartition de contraintes, et si on voulait un peu évaluer plutôt l'effet de la concentration de contraintes, on se rend compte que la concentration de contraintes, elle est aux extrémités de notre poutre. Alors généralement, dans la zone comprimée par exemple, puisque là, il s'agit du fait de traction, donc si on combine entre les deux contraintes, on remarque que la ligne moyenne, elle va être décalée par rapport à la fibre neutre. La fibre neutre, là où la contrainte normale en composition doit être égale à 0. Donc si on somme sur les deux valeurs de contrainte, on se rend compte que la sommation des contraintes normales donne lieu à une zone beaucoup plus, avec des valeurs de contraintes normales beaucoup plus concentrées que celle, par exemple, qui va être au-dessus de la ligne moyenne. Donc vous avez un décalage de la fibre neutre par rapport à la ligne moyenne. C'est normal puisque on somme sur deux valeurs de contrainte normales. Mais la répartition, il va être répartie d'une manière linéaire le long de la section droite. Sauf que la répartition, il va être un peu différente par rapport à celle donnée par la répartition de la contrainte normale due uniquement à la flexion. La valeur de taux xy au point M, elle est nulle. Par contre, il prend sa valeur max, comme on l'a dit, au point G. Donc on va s'intéresser à la contrainte normale max. L'esprit, bien évidemment, de la gestion des matériaux, lorsqu'on établit les conditions de résistance, on localise les zones avec répartition, forte répartition de contraintes, une concentration de contraintes, et on essaie donc
d'évaluer et de comparer et d'établir les conditions de résistance en comparant ces valeurs de contrainte à la valeur de la contrainte admissible. Dites encore pratique. Taux xy en m égale à 0, donc le point m c'est le point de concentration de contrainte, parce que la valeur de la contrainte, il va prendre sa valeur max. Sigma max en valeur absolue, c'est ns, c'est à moins mfz sur igz fois ym. Alors y, bien évidemment, en valeur algébrique, il peut être positif comme il peut être négatif. Et on prendra celle qui donnera une valeur de contrainte sigma la plus importante. Donc nous avons une zone qui est au-dessus, par exemple, dans ce cas, de la ligne moyenne qui va être comprimée, et celle qui est au-dessous de la fibre neutre qui va être tendue. Entre M et N, on a dit que Txy varie, sa valeur max reste faible par rapport à la valeur de sigma max. Donc là, on le souligne souvent, la valeur de la contrainte tangentielle due à l'effet de la flexion, elle est souvent négligeable devant l'effet de la contrainte normale sigma x due à l'effort ou au moment de flexion MFZ. La répartition de contraintes dans le cas de la sollicitation flexion-traction ou flexion-compression, c'est une sollicitation, c'est une contrainte qui va être approximée ou décrite ou déterminée par la superposition des contraintes normales, celle due à la compression ou à la traction et celle due à la flexion, donc qui est exprimée en fonction des MFZ, moment quadratique et la position Y. Cette relation permet de déterminer alors l'ordonnée Y pour laquelle on peut déterminer la fibre neutre. La fibre neutre, c'est la valeur ou la position par rapport à G, évidemment sur Y, qui permet de donner une valeur de contrainte sigma x 0 et qui va décaler un peu cette distribution de contraintes par rapport à la ligne moyenne. Alors pour illustrer cet exemple d'effet de contrainte qui est tout simple en termes de composition, on a pris le cas d'une poutre en acier de section transversale rectangulaire, 4 cm de largeur et une hauteur H, encastrée à son extrémité gauche et porte une charge de 8 tonnes à son extrémité droite comme le montre la figure ci-dessous. On suppose que la contrainte admissible égale à 1600 kg cm² par exemple. Alors le type de sollicitation, on remarque qu'il s'agit dans ce cas certainement de la compression puisque la charge P elle est dans le sens opposé à X et ce qu'on appelle une compression excentrique ou excentrée. Type de sollicitation, c'est une compression droite excentrée. Alors pour qu'on puisse illustrer ça sous forme de poutre, on va décaler l'effet de cette charge pour l'exprimer au centre de la section droite à l'extrémité de la poutre. Le torseur associé alors, on va l'exprimer de la sorte, sur la charge on aura moins 8 tonnes, parce qu'il est exprimé orienté négativement par rapport à X, et l'effet de moment, c'est égal à 4H, puisque on va l'écrire au point P, on va le décaler au point P. À droite, vous avez donc la section qui est exprimée en H sur 2, ce qui nous a permis alors d'en déduire l'effet de moment, qui est égal à 8 fois H sur 2, donc 4H. Donc nous avons l'expression du torseur au point B. On a schématisé la poutre de longueur L qui est encastrée à l'extrémité A. Il s'agit d'une seule zone. On peut faire une coupure le long de la poutre AB et calculer l'effet des efforts normaux, torseur de cohésion, par l'équilibre de la partie à droite. On n'est pas obligé de calculer la réaction au niveau des points A, puisque nous avons l'expression du torseur des efforts externes à droite, donc on va prendre l'effet des efforts externes. Donc on va supposer
le torseur de cohésion, pour calculer les efforts internes, je prendrai l'origine au point A, donc mon X est orienté bien évidemment dans le sens de X, à partir de l'origine A, et je vais faire ma coupure et je vais équilibrer la partie à droite du moment que je sais l'expression du torseur des efforts externes au point B. Donc si on suppose une coupure au point G, je peux alors, pour X variante 0 et L, j'ai une seule zone, établir les efforts internes, rappelant que le torseur de cohésion égale à la somme de toutes les actions qui sont à droite à la section de coupure. Donc R égale à moins 8 tonnes porté par X, et le moment mg au point G, c'est égal à 4hz, puisque 8 tonnes, hein, la charge portée par X n'a pas d'effet de moment, et nous avons uniquement l'effet de moment autour du point B, qui est égal à 4h porté positivement par Z. Alors on en déduit alors que nous avons uniquement l'effet de l'effort normal qui est négatif, donc il s'agit de la compression dans ce cas, et on constate que nous avons uniquement un moment MFZ qui est égal à 4h tonnes centimètres. C'est une sollicitation composée, flexion pure, compression. On remarque qu'il n'y a pas TY, il ne s'agit pas d'une flexion plane simple, puisque TY, elle est nulle. Nous avons uniquement une sollicitation composée, flexion-compression. Donc si on regarde un peu la répartition des efforts internes en diagramme des efforts, bien évidemment, donc N, il est constant, il est porté négativement, c'est moins 8. Par contre, TY, il est nul. Il n'est même pas obligé de le représenter, mais MFZ égale à 4H est positif le long de toute la poutre. Donc, toute la poutre, elle est sollicitée à une sollicitation composée, flexion, compression. Je rappelle la distribution des contraintes. Dans ce cas, le long de la poutre, sigma x égale à la sommation des deux contraintes, celle due à l'effort normal et celle due au moment de flexion. Nous avons la force divisée par la section plus le moment de flexion MFZ sur le moment quadratique de la section droite. Il s'agit d'une section rectangulaire, c'est BH3 sur 12 fois Y, donc la position le long de la section de coupure, qui égale, alors on a une forme qui est linéaire en fonction de Y, et bien évidemment qui dépend de H, puisqu'on cherchera à déterminer justement la hauteur H. Alors nous avons la distribution de contraintes. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur de la contrainte max, puisqu'on va établir la condition de résistance, donc on cherchera la position Y qui permet de donner une valeur de contrainte sigma x max. La distribution des contraintes est schématisée justement dans cette distribution le long de la section droite. Et on remarque en tout cas pour la valeur de la contrainte normale due à la compression qui est constante le long de la poutre, égale à 2000 sur H, et la variation de la contrainte normale due à la flexion, donc égale, en tout cas ce qui nous intéresse c'est la valeur max extrême, qui est à H sur 2, qui est égale à 6000 sur H. On va s'intéresser bien évidemment aux valeurs max des contraintes qui sont exprimées à l'extrémité, donc soit l'extrémité haute ou l'extrémité basse. Alors pour qu'on puisse établir la condition de résistance qui va servir justement à faire le dimensionnement, on va supposer sigma inférieur à la valeur de sigma admissible. Ça fait de supposer bien évidemment le sigma max qui est égal à moins 2000 sur H plus la valeur de la contrainte max due à la flexion qui est égale à 6000 sur H inférieur ou égal à la valeur de la contrainte admissible. Ce qui permet alors d'en déduire la valeur de H et de limiter la valeur de la hauteur H qui doit être supérieure ou égale à 5 cm.
Donc là, on peut éventuellement prendre une valeur, par exemple, de H légèrement supérieure. On prendra H égale, par exemple, à 6 cm et qui vérifie parfaitement la condition de résistance. Donc ça, c'est un exemple de cas de la flexion compression qui est pareil dans le calcul en flexion-traction. Souvent, même si vous avez de la flexion plane simple, la contrainte tangentielle, elle est négligeable, donc son effet, on va le négliger et on tiendra compte uniquement des contraintes normales dues à la traction ou la compression et celles dues à la flexion.